Bonjour à tous, bonjour aux présents à ce webinaire sur les opportunités de marché en Allemagne. Donc, je suis Catherine Machabert, la responsable du département marché agroalimentaire et viticole. Nous vous remercions d'être présents à ce webinaire. Donc, dès le début, quelques recommandations. Comme vous, pour ceux qui sont rentrés au début, ce webinaire est enregistré. Nous vous demandons de couper votre micro et votre caméra pendant la présentation pour le confort de l'écoute. Vous pouvez bien entendu poser vos questions via le chat ou en levant la main avec l'outil Teams. N'hésitez surtout pas tout au long de cette présentation. Et puis, comme pour tous nos webinaires, la présentation et un replay vous sera envoyé après, par la suite, euh, par ce outil. Donc, je vais faire l'introduction de ce webinaire. Avec cet ordre du jour. Il y aura une présentation de notre bureau de l'Occitanie en Allemagne. La restitution de l'étude menée par Business France, donc le bureau de Business France, et ce sera Christian Arm et Marie Duponchel qui feront cette présentation. Nous les remercions d'ores et déjà de consacrer ce temps aux entreprises de la région Occitanie. Donc, une étude très détaillée sur les opportunités du marché agroalimentaire en Allemagne. Un importateur aussi nous rejoindra vers 11 heures pour avoir nous donner son témoignage terrain et très explicite sur les tenants et aboutissants pour rentrer sur ce marché, pour donner des consignes aussi des directives et des consignes très terrain du marché en Allemagne. Et puis, à la fin, Sotisam de notre équipe va donc présenter le programme de la mission exploratoire euh, Allemagne avec une extension Autriche. Donc, juste pour petit rappel, ce webinaire rentre tout à fait dans le cadre de notre accompagnement. Je rappelle qu'on accompagne bien sûr toutes les entreprises régionales de notre territoire sur l'Occitanie, agricoles et agroalimentaires, dans leur conquête des marchés. C'est notre mission en France, en région et à l'international. Là, nous nous situons donc dans un cas à l'international. Et avec ces trois leviers que nous vous présentons, là, nous sommes donc dans le cadre du premier levier, qui est donc l'appui technique, au préalable d'une mission, euh, donc de notre deuxième volet, qui est la prospection du marché, où on vous accompagne in situ, euh, lors de missions notamment ou de salons, pour aborder des marchés et surtout trouver des prospects ou voir confirmer votre développement commercial. Et puis nous avons ce troisième volet qui vient par la suite, qui est la dynamique commerciale sous la marque Occitanie Sud de France. Donc une opération qui a été initiée l'année dernière sur l'Allemagne aussi, mais qui sera pas réitérée sur 27. Voilà. Donc, Adoc, c'est donc un accompagnement de proximité avec une équipe experte et professionnelle. Là, vous êtes donc avec Soti sur ce marché-là. Et tout de suite, je laisse la parole à Catherine Arizo. En ce qui concerne le bureau de l'Occitanie à Hambourg, je vous souhaite un excellent webinaire et surtout d'apprendre beaucoup de choses et de vous conforter dans votre démarche export sur ce marché prometteur, concurrentiel certes, mais à forte opportunité. Merci Catherine. Catherine? Ah, on t'entend pas très bien, Catherine. Allô? Mieux ou Ça y pas? est, là c'est bon, parfait. Voilà. Donc je disais, je connais certains d'entre vous qui ont eu l'occasion de me rencontrer sur les salons ou lors de missions de déplacement en Allemagne. Donc Catherine Arizo, je travaille pour la région, pour la direction Europe et Action internationale, et je travaille en lien étroit avec ADOC depuis plusieurs années maintenant, et particulièrement depuis l'installation de ce bureau en 2020 en Allemagne. Donc le bureau est situé à Hambourg, donc dans le nord de l'Allemagne. Je vous ai mis une petite carte de l'Allemagne en bas de la slide, mais c'est un bureau qui agit pour l'ensemble de l'Allemagne.
Nous avons différentes représentations dans le monde. Je pense que vous le savez déjà. Donc, pour rappel, je vous ai mis une petite carte avec un bureau, enfin une maison de l'Occitanie à New York, une autre au Maroc à Casablanca, une en Chine à Shanghai, un bureau dans les locaux de Business France à Tokyo avec mon collègue Martin. Nous avons également un bureau à Bruxelles et donc le dernier en date, celui de Hambourg. Donc rapidement, mes missions, donc je le disais, je travaille vraiment en lien étroit au quotidien avec Haddock. Donc j'ai des relations institutionnelles, le soutien au projet de coopération avec les acteurs du territoire, l'identification d'interlocuteurs en Occitanie ou en Allemagne. Et voilà, plus précisément pour Haddock, la présence sur les salons, une aide logistique. J'essaie d'identifier aussi les tendances, avoir une petite veille réglementaire et à la demande, voilà, je peux faire des recherches sur un sujet particulier que vous pouvez me transmettre via Haddock. Voilà, donc vous avez mes coordonnées ainsi que voilà, mon profil LinkedIn si vous aviez besoin de me contacter. Merci beaucoup. On va maintenant passer la parole à Christian et Marie de Business France qui vont nous faire la restitution de cette étude très intéressante qui a été réalisée en 2024 sur l'Allemagne et le potentiel des produits alimentaires sur ce marché. Merci, je vous passe la parole. Tout à fait, merci Sophie. Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et tous, meilleurs vœux encore. Je suis donc Christian, je suis responsable du pôle agrotech chez Business France à Düsseldorf. On en est en tout une équipe de 10 personnes, donc chaque fois spécialisée dans les différents secteurs. Et là, donc, je suis accompagné de Marie, donc, qui fait partie de l'équipe, qui se charge plus particulièrement des produits d'origine animale. Donc, je vais faire la partie un peu plus générale. Et ensuite, Marie parlera plus en détail des opportunités par type de produit. Alors, la carte d'identité générale de l'Allemagne, je crois que c'est bien de rappeler quelques indicateurs, notamment la population, 83,5 millions d'habitants, population qui est en augmentation due notamment à l'immigration, notamment, qu'on a eu 1,5 million de gens qui ont fui, notamment la Syrie, qui sont venus s'installer en Allemagne. Donc, des habitudes de consommation qui, du coup, changent aussi de ce fait-là. Le 4e pays le plus vaste de l'Union européenne. Alors, première en population, mais quand même que 4e en termes de surface. Ça veut dire qu'il y a une densité de population quand même relativement importante. On le retrouve ces densités, notamment en Nordrhein-Westfalen, donc Rhénanie-Nord-Westphalie, avec la région de Cologne, le Ruhrgebiet, où on a une ville à côté de l'autre. Donc, ce qui explique aussi en partie le maillage de la distribution alimentaire, mais je reviendrai tout à l'heure. Donc, un État fédéral avec 16 Länder en tout, sachant qu'il y a une différence toujours encore entre l'Ouest, les anciens Länder et les nouveaux, une différence de revenus et du coup d'habitude aussi de consommation. Je reviendrai tout à l'heure aussi. Et une autre caractéristique aussi de l'Allemagne, donc c'est les ménages, c'est 2 personnes en moyenne, contre 2,2 en France. Donc ça veut dire qu'on a des ménages qui sont un peu plus petits en Allemagne que par exemple en France. Et de plus en plus de ménages constitués que d'une personne, voilà, avec le contexte actuel, les divorces, des choses comme ça, qui fait que les besoins aussi en termes de produits alimentaires sont dépendants aussi de la taille des ménages. Mais là aussi, j'y reviendrai. Pour les indicateurs économiques, donc, on rappelle aussi, l'Allemagne, malgré ce qu'on dit, c'est vrai qu'économiquement, ça ne va pas trop bien, mais ça reste la 3e puissance économique mondiale en 2025 en tout cas, avec un PIB qui est de 51 800 par habitant, donc qui reste au-dessus de celui de la France. Alors, on a eu un taux de croissance, alors on n'a pas encore les chiffres définitifs pour 2025, mais il devrait être positif aux environs de 0,1 à 0,3, sachant que les 2 années précédentes étaient en récession. Donc, on remarque quand même une stabilisation de l'économie allemande. Et les prévisions pour 2026 sont positives, puisque en fonction des sources, on serait à 0,8 à plus 1,2% de croissance. Alors,
l'Allemagne, je dirais, a été victime de plusieurs phénomènes ces dernières années. On a d'une part la crise, la guerre en Ukraine et la dépendance de l'Allemagne au gaz russe. Depuis donc l'invasion russe de l'Ukraine par la Russie, donc il n'y a plus de gaz russe ou très très peu qui vient vers l'Allemagne. C'est vrai que l'avantage de l'industrie allemande, c'était qu'ils pouvaient bénéficier d'un gaz vraiment pas cher et du coup avoir une industrie qui reste compétitive. Et du coup, comme cette source d'approvisionnement a disparu, ça crée une pression sur la compétitivité de l'Allemagne. Il y a ça, il y a un autre contexte aussi, l'automobile, le secteur automobile, très consommateur d'énergie, mais aussi qui a peut-être pas pris suffisamment les devants avec les voitures électriques. Et du coup, on a la concurrence toujours croissante des voitures électriques d'autres pays, notamment Tesla, mais surtout aussi la Chine. Donc ça aussi, c'est un secteur d'automobile qui rencontre quelques difficultés. Voilà. Ensuite, on a eu l'inflation aussi, donc de façon générale, qui a eu un impact sur la consommation. Donc les gens sont plus prudents dans leur consommation. On y reviendra aussi, hein, on verra notamment le développement du discount. Et aussi une autre raison qui peut être évoquée, c'est, par certains en tout cas, c'est trop de bureaucratie. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans notre pays, mais en tout cas, une réglementation qui empêche le développement de l'économie, surtout dans le contexte actuel. Alors, pour faire face à ça, l'État localement a mis en place un certain nombre de mesures, hein, notamment le fonds spécial d'infrastructure et de neutralité climatique. Hein, c'est 500 milliards que l'État va dépenser sur les 12 prochaines années, dont 100 milliards pour les lenders, les communes, notamment pour les écoles, les hôpitaux, les routes, etc. 100 milliards pour le climat, c'est le fonds de transformation, et 300 milliards pour les investissements fédéraux dans la recherche, l'énergie, il y a aussi le transport, l'infrastructure numérique. Tout ça, c'est des investissements qui sont vraiment nécessaires parce qu'on a eu un certain nombre d'années d'austérité sous Merkel, où peut-être trop d'austérité a été mis en place, et donc du coup, l'infrastructure commence à se sentir. On sait que, par exemple, dans l'exemple du train, les trains allemands sont chroniquement, depuis quelques années, souvent en retard. Et ça, c'est vrai que on a toujours du mal après. Enfin, l'économie en pâtit. Donc c'est ça, c'est les routes, etc., qu'il faudrait en partie refaire, des ponts, etc. Donc, l'avantage de l'Allemagne, je dirais, c'est qu'ils ont encore un peu sous le pied, puisque la dette publique en mi-2025 n'était que de 62,3% du PIB, contre, si on compare à la France, 115,6%. Donc, ce qui est rassurant pour l'Allemagne, c'est qu'ils ont encore une marge. Alors, ils sont des dettes, mais ils ont encore la marge pour dépenser de l'argent. Et c'est ce qu'ils font. Il y a un taux d'inflation en 2025 qui reste quand même maîtrisé aussi, avec 2,2%, donc un peu plus qu'en France, mais ça va. Pour l'alimentaire, c'est un peu plus, on est à peu près à 2,4%, parce qu'on a connu aussi des fortes augmentations, comme en France, du coup, pour l'alimentaire, notamment en 2023, en 2024, mais c'est un sujet qui semble être maîtrisé actuellement. Et un taux de chômage aussi qui est relativement bas, 6,2%. Même si depuis mi-2022, on assiste quand même une augmentation légère, mais une augmentation constante de ce taux de chômage, quoi. Donc, du coup, on remarque que là, il y a quand même un impact de ce ralentissement qui se fait sentir au niveau de l'emploi. Voilà. Donc, on passait à la... Ah oui, juste pour la carte à droite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à Lender. Là, vous voyez, en fonction des couleurs, hein, en jaune, rouge et rouge vif, ça, ce sont les zones dans lesquelles le pouvoir d'achat est les plus élevé. Et on constate que c'est surtout dans le sud de l'Allemagne, en Bavière, mais aussi en Bade-Wurtemberg, qui est une région voisine de la France. Et puis, donc, dans la région de la Hesse aussi,
autour de Francfort, donc un peu plus au nord de Stuttgart. Et ensuite aussi dans la région du Düsseldorf, Cologne, là aussi il y a un pouvoir d'achat plus élevé. Et puis tout au nord, là où Catherine, donc à Hambourg, pardon? À Hambourg notamment. Et puis vous allez à Berlin, enfin Berlin même, le pouvoir d'achat un peu moins élevé. Après on a le Potsdam qui vient un peu plus, mais on voit là clairement que les lenders de l'Est, là il y a quand même un pouvoir d'achat qui est sensiblement moins élevé. Donc ce qui nous incite à recommander aux sociétés françaises d'approcher plutôt les lenders, donc du coup Bavière, Baden-Württemberg, Rhône-Main-Transvaal, Essen, et puis Hambourg, Bas-Saxe. Voilà pour cette partie éco. Quelques mots sur le marché agroalimentaire de façon générale. Donc, l'industrie, dans un premier temps, l'industrie agroalimentaire allemande, c'est près de 6 000 entreprises, un chiffre d'affaires de 230 milliards d'euros, donc ce qui est quand même important en Allemagne. Et donc, du coup, ils produisent eux-mêmes déjà beaucoup de produits alimentaires. Les principaux secteurs, hein, donc c'est la viande, les produits carnés, les produits laitiers, les produits de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, les produits sucrés, les plats préparés, les fruits et légumes. Voilà, ça c'est un peu les principaux produits. Donc c'est des produits qui sont aussi exportés par après. Donc ils ont vraiment un tissu de TI, des entreprises, donc à taille en général plus grande que les sociétés françaises, et donc du coup qui sont armées pour l'export. Et c'est vrai que aussi Trump, avec les mesures qu'il a prises de taxer les produits européens, bien sûr ça aussi, ils le ressentent en Allemagne au niveau de l'industrie de façon générale, mais aussi au niveau de l'industrie alimentaire. Voilà, on passe à la page suivante. Alors, du coup, malgré cette industrie alimentaire forte, l'Allemagne reste quand même dépendant aussi des importations. L'Allemagne étant le premier importateur européen de produits alimentaires et le troisième importateur mondial. On est à 98 milliards de produits importés en 2024, en progression de 7% par rapport à 2023, et même de 42%, 43% en progression par rapport à 2018. Alors c'est l'effet notamment de l'inflation qui a beaucoup joué. Mais en tout cas, l'Allemagne est vraiment dépendante des importations. Je crois qu'il y a quelques sociétés qui nous écoutent dans le domaine des fruits et légumes. Les fruits et légumes sont par exemple un très très grand poste au niveau des importations. Ils sont largement dépendants des importations pour notamment les fruits et légumes. Alors, au niveau des importations globales de produits alimentaires, on a nos principaux concurrents sont les Pays-Bas de loin, hein, les Pays-Bas qui ont une part de 24%. Après, c'est juste à côté. Les Pays-Bas, les Néerlandais sont de très bons commerciaux. Ils maîtrisent souvent l'allemand, culturellement quand même proche de l'Allemagne. Donc ça, c'est un avantage. Et puis les Pays-Bas sont aussi les plus grands pays exportateurs au monde, hein. Donc, du coup, il y a beaucoup de commerce aussi qui se fait. Donc parfois, c'est la revente. On a, je dirais, un petit nouveau. La Pologne, quand je dis nouveau, c'est par rapport à il y a 7-8 ans où la Pologne n'était même pas présente sur ce graphique. Enfin, elle était présente, mais bien derrière. Les dernières années, la Pologne est devenue très compétitive et en termes de qualité aussi, a augmenté la qualité de ses produits à des prix du coup moins élevés. Et du coup, la part de la Pologne a augmenté et c'est devenu maintenant le second fournisseur de l'Allemagne en produits alimentaires. Donc, c'est hors boisson, hein. Voilà, donc la Pologne avec 9%, suivi d'Italie. L'Italie et l'Espagne qui sont, je dirais, nos concurrents directs classiques de pays méditerranéens qui offrent en termes de produits des produits un peu similaires. Donc là aussi, l'Italie est restée plus ou moins stable. Les parts n'ont pas trop augmenté. Par contre, l'Espagne a pas mal augmenté aussi ses parts. Là aussi, ils ont beaucoup investi dans la recherche, dans la qualité des produits. Et de plus en plus, on voit des produits espagnols aussi en Allemagne. Ensuite, il y a la Belgique, il y a aussi, qui est juste à côté. Et puis voilà, la France avec une part de 6%. Suivi l'Autriche, qui est un pays voisin aussi, donc culturellement très proche aussi. Voilà, le Danemark, et après, bon, on a quelques pays un peu plus exotiques.
Et au niveau des produits alimentaires donc importés de France, on a en première position les produits laitiers, notamment les fromages, qui sont un peu le fer de lance du food en Allemagne. De façon générale, les Allemands sont sensibles à la qualité et la France a quand même une très bonne image, continue à avoir une très bonne image. Le problème qu'on a, c'est plus une question de prix. Donc les produits laitiers, les préparations à base de céréales en deuxième position, ensuite la viande, produits carnés en troisième position, les préparations alimentaires diverses et le cacao et ses préparations, donc produits sucrés. Voilà, donc ça c'est pour les principaux produits importés. Alors, ce qu'il faut savoir en Allemagne, un peu comme tendance aussi au niveau de l'alimentaire, c'est le développement des marques de distributeurs. Là aussi, du fait de l'inflation et de la sensibilité des consommateurs au prix, on constate une progression dans ce domaine-là. Alors, bien sûr, il y a les produits premier prix, mais aussi des produits un peu plus haut de gamme et la distribution de plus en plus souhaite maîtriser les flux, la distribution investit, achète des industriels de l'alimentaire justement pour ne plus vivre ce qu'ils ont vécu en partie avec le Covid. Et donc tout ça fait que on a de plus en plus aussi de marques de distributeurs. On est à peu près à 42%. Alors ça dépend des types de produits, hein. Pour certains produits, c'est plus. Par exemple, pour les produits lactés, c'est 54%. Les légumes 47, les fruits 44. Donc ça dépend vraiment des produits. Mais en tout cas, c'est une tendance générale d'augmentation de la vente de produits sous marque distributeur. Et les produits bio notamment, c'est quand même 66, presque 67%. Ils sont très concernés par les marques de distributeurs. Voilà, même 84% chez les discounters. Donc ça, c'est pour les marques de distributeurs. Ensuite, on a une autre tendance de fond. Le bio reste un sujet qui tient à cœur, auquel les Allemands tiennent particulièrement. On a une surface agricole utile de 11,4%, avec un objectif de l'ancien gouvernement qui était de passer à 30% en 2030. Mais personnellement, je pense que c'est un objectif qui est un peu trop ambitieux, sachant que le gouvernement a changé. Donc, à mon avis, il va moins mettre l'accent là-dessus. Donc, c'est le premier marché hein, au niveau du bio. Près de 70% des ventes du bio sont réalisées dans la grande distribution. Donc, c'est surtout la grande distribution qui tire le bio. Alors, on a des progressions également dans les magasins spécialisés, mais moindres. Et c'est vrai que c'est surtout aussi le discount qui tire le bio. On a par exemple Lidl, que vous connaissez très bien, qui a même deux marques de bio, enfin sa propre marque, et puis la marque Biolant, qui est un partenariat avec justement des agriculteurs qui ont un standard bio encore plus élevé que le bio traditionnel. Et donc, du coup, bien sûr, c'est une question de marketing aussi. C'est vrai que les discounters jouent beaucoup là-dessus. Voilà, il y a la bio qui se développe aussi dans la restauration, avec les logos qui ont été mis en place, que les restaurateurs peuvent montrer en fonction du pourcentage de bio qu'ils ont dans leur recette. Voilà, donc, et puis il y a une démarche aussi de la part de l'État pour sensibiliser les consommateurs en termes de tir à tout sur le type d'élevage qui est appliqué. Peut-être que Marie en parlera plus en détail tout à l'heure pour la viande. Voilà, et ça c'est l'évolution donc des ventes de bio, du chiffre d'affaires. Là on a vu en 2022 une baisse. C'est vrai qu'on a une forte hausse en 2020 et 2021, donc du fait du Covid. Et donc du coup on a un peu retombé en 2022. Mais là vous voyez à partir de 2022 la croissance reprend et on est à peu près de 16 milliards, 17 milliards maintenant en 2024 pour le bio. Donc une tendance de fond. D'autres caractéristiques un peu du marché, des produits qui sont recherchés, alors c'est la naturalité, les produits bons pour la santé,
avec une liste d'ingrédients courte. C'est le véganisme, hein. Après, on a à peu près 10% de végans, enfin 3% de végans et 10% de végétariens en Allemagne, et surtout 45% de flexitariens, donc des gens qui consomment moins de produits d'origine animale, donc pas exclusivement des produits fruits et légumes, mais qui baissent la consommation de produits d'origine animale. Donc ça, c'est une tendance qui continue à se développer. Voilà, donc du coup, le côté aussi fonctionnel, bon pour la santé, les protéines, par exemple, ça aussi, c'est des produits, on en trouve beaucoup dans les rayons, des produits enrichis en protéines, etc., beaucoup plus qu'en France. Donc là aussi, s'il y a des sociétés qui nous écoutent, qui ont des produits avec beaucoup de protéines, vous pouvez aisément communiquer là-dessus en Allemagne, et c'est même un argument de vente. Voilà, l'attirance pour les produits durables, les produits régionaux, locaux, donc au faible apport carbone, tout ce qui est bien-être animal, tout ça, c'est des produits auxquels les consommateurs et du coup les acheteurs aussi, la distribution, les grossistes sont sensibles. Voilà. Et après, les labels, bien sûr, de bio, vegan, etc. Si vous avez ce type de label, ça peut être un avantage. Voilà. Alors, au niveau des comportements d'achat, le prix, hein, vous connaissez un peu quand même l'Allemagne, le prix est un élément, je dirais, presque déterminant sur le marché allemand. Alors, il n'y a pas que ça, il y a surtout la qualité aussi, hein, mais c'est surtout le bon rapport qualité-prix. Le consommateur allemand cherchera toujours un produit de qualité, mais à quel prix? Et c'est ça qui est un peu la clé pour réussir aussi sur le marché allemand. Donc le consommateur, comme on l'a dit tout à l'heure, il cherche des marques de distributeurs, donc monter en puissance des labels, comme on l'a dit aussi, donc origine et traçabilité, donc ça c'est un point important, d'où viennent ces produits qu'ils consomment, bien sûr avec une préférence en général pour les produits allemands, mais peut-être encore moins poussé qu'en France. Voilà, un consommateur aussi sensible au storytelling, donc les histoires qu'on peut raconter éventuellement autour d'un produit. Alors, ce n'est pas un aspect qu'il faut mettre en avant dès le premier échange commercial avec un distributeur allemand, mais par après, ça peut être utilisé pour une campagne de communication, de marketing, notamment auprès des réseaux sociaux. Et c'est vrai que les jeunes sont assez friands de tout ça, donc des histoires derrière qu'on peut mettre en avant. Voilà, donc, la slide suivante. Voilà, les occasions de consommation. Alors, je dirais, il y a le classique Abendbrot. Traditionnellement, les Allemands mangent le soir une tartine avec du jambon, la charcuterie, du pain. En général, le repas du soir est un peu moins copieux, plus simple. Voilà, donc, c'est le fameux Abendbrot. Donc là aussi, c'est des produits qui peuvent correspondre à cette tendance, cette habitude de consommation, ça peut être positif. Il y a les tendances des barbecues aussi. Les Allemands sont très grands pratiquants de barbecue. Ils en font même en hiver, hein. Je vois des voisins, même en hiver, qui parfois sortent leur barbecue. Donc ça, c'est une tendance très forte aussi. Donc tout ce qui est produit dans ce domaine-là, il y a des choses à faire. Le snacking aussi, ça c'est une tendance forte. Donc manger sous le pouce, manger rapidement. Donc ça c'est une tendance aussi. Voilà, avec du coup des formats qui vont avec, pratique, le nomadisme, des portions individuelles. Donc ça rejoint aussi les portions individuelles, ce que je disais tout à l'heure par rapport à la taille des ménages. Donc quand même de plus en plus de ménages avec une seule personne. Et donc, du coup, si vous avez des produits un peu en portions individuelles, ça peut être aussi intéressant. Voilà, une alimentation plus flexible, plus de mobilité, et des produits propres à l'emploi. Donc, tout ce qui est produit convenience, donc les plats préparés, les choses comme ça. Donc, ça reste aussi des produits auxquels que recherchent les Allemands. Alors, ça peut paraître paradoxal parce que d'un côté, ils cherchent des produits sans additifs, etc. Et de notre côté, ils consomment aussi des produits convenience qui en général sont retravaillés. Alors, s'il n'y a pas le consommateur type, hein, il y a un type de consommateur qui va plutôt rechercher tel type de produit et un autre consommateur qui va plutôt chercher d'autres types de produits. Donc, je dirais il y a de la place un peu pour tous les types d'opérateurs, mais en tout cas, la tendance
au niveau des plats préparés, c'est quand même d'avoir des produits avec le moins d'ingrédients possible. Voilà, donc on peut passer à la slide suivante. Voilà. Donc la communication, c'est vrai que c'est un point important. La presse digitale, la presse de façon générale, que ce soit print ou digitale, reste importante en Allemagne. Mais on a bien sûr un développement, hein, comme partout, des réseaux sociaux. Et c'est surtout pour les jeunes où c'est un canal de plus en plus important. Je prends l'exemple du chocolat Dubaï, où les acteurs de la distribution sont venus chez nous pour demander si on avait des fournisseurs français du chocolat Dubaï, parce que l'année dernière, les gens faisaient la queue pour acheter ce chocolat. Entre-temps, Stripe est de nouveau retombé, mais on voit à quel point les réseaux sociaux peuvent avoir une influence, un impact fort sur les décisions d'achat en Allemagne. Voilà. Après, ce qui est bien aussi pour l'offre française, de faire peut-être des dégustations dans les magasins quand c'est possible, avec des journées d'animation pour faire connaître aux Allemands, aux consommateurs, les produits, parce qu'ils n'ont pas, les Allemands n'ont pas le même palais que les Français, ils n'ont pas les mêmes habitudes de consommation, et donc du coup, il y a un côté pédagogique à mettre en place pour que le consommateur allemand apprécie et connaisse tout simplement et apprenne à connaître nos produits. Voilà. Ensuite, on passe à la slide suivante. Voilà, la réseau de distribution alimentaire en Allemagne. Je vais passer à la slide suivante. Voilà, donc le paysage de la grande distribution. Alors ça aussi, tout ça, c'est les noms que vous connaissez très bien. En gros, hein, on a quand même une situation voilà, où 4 groupes détiennent plus de 75% du marché, et cette tendance va je dirais en s'accélérant. On a le leader, je dirais, le groupe EDK, avec notamment son enseigne Netto. Donc, on reviendra tout à l'heure aussi sur ce EDK en particulier. On a Rewe, donc le numéro 2 de la distribution, avec l'enseigne discount aussi, Penny. Et ensuite, on a le groupe Schwarz avec deux enseignes, dont l'une qui est présente en France, donc Lidl, donc le discount, et le groupe Kaufland, donc qui sont plutôt des styles grands supermarchés ou hypermarchés. Et voilà, last but not least aussi, Aldi, donc Aldi Nord et Aldi Sud, qui sont aussi des grands players en Allemagne et qui sont surtout très présents aussi à l'international, dont en France. Et après, il y a beaucoup d'opérateurs régionaux de taille plus modeste. Globus, par exemple, qui est à la frontière française. On retrouve les drogueries, style DM et Rossmann, qui ont aussi en partie des produits alimentaires dans leur gamme. On retrouve des Dedre, des Alnatura, qui sont des opérateurs spécialisés dans le bio. DM, il a à peu près 500 points de vente. Donc voilà, et puis il y a Idolite aussi, un positionnement un peu plus haut de gamme, Tegout, on mentionne Métro aussi dans ces statistiques, parce qu'il y a aussi des consommateurs particuliers qui font parfois les achats, enfin pas particuliers, mais je dirais la sélection au niveau du métro pour l'entrée, pour faire des courses là-bas, est un peu moins restrictive qu'en France. En France, c'est les métiers de la bouche, mais en Allemagne, c'est tous les professionnels qui peuvent avoir une carte. Donc, du coup, il y a aussi les consommateurs, des médecins, etc., qui vont faire leurs courses chez Métro. En tout cas, voilà, il y a un certain nombre d'opérateurs un peu locaux qui peut être intéressant aussi d'approcher. Donc le discount, on est quand même à 38% de part de marché qui s'est pas mal développé ces dernières années. Donc les supermarchés, c'est à peu près 30%, les hypermarchés 12%, qui sont un peu en perte de vitesse, les hypermarchés. D'ailleurs, Real, c'était l'enseigne du groupe Métro, qui a été vendue notamment à Globus, mais aussi à EDK et aux autres players. Donc du coup, c'est un format qui est moins recherché en Allemagne, qui se développe un peu moins. Voilà. Et après, on a les drogueries aussi, comme je disais, DM, Rossmann et Müller notamment. Donc ça, c'est pour la grande distribution. Voilà. Alors si on compare un peu les deux, entre les magasins traditionnels et les discounters, je dirais pour l'offre française, surtout de votre région, Occitanie, les opportunités se trouvent
plutôt dans les magasins traditionnels, Rewe et Edeka, et notamment auprès des indépendants. Alors, les achats au niveau des DK et des Rewe, bien sûr, il y a les centrales nationales, hein, Cologne pour Rewe, Hambourg pour Edeka. Il y a des centrales régionales d'achat aussi auxquelles vous pouvez vous adresser. Mais après, il y a aussi des indépendants qui, en partie, achètent aussi directement. Alors, de France, directement, ça va être compliqué, notamment pour des régions logistiques. Mais après, vous avez des gens comme Gaëtan Fèvre qui justement font ce lien avec les indépendants directement de la distribution allemande. Voilà, donc c'est un réseau qui, à mon avis, est le plus adapté. Après, voilà, le discount aussi, il y a des choses à faire aussi pour les sociétés déjà de taille plus importante qui ont des produits vraiment là, très bons en rapport qualité-prix et un prix quand même très compétitif. Donc, on retrouve aussi des produits français dans le discount. Voilà. Donc, sur page, voilà. Un petit disclaimer sur la restauration hors foyer, qui s'est très bien développée jusqu'en 2019, jusqu'en par la Covid. Et là, maintenant, qui a quand même souffert donc, du Covid dans un premier temps, mais après aussi de l'inflation. Et donc, du coup, en 2024, on était à 86 milliards. Donc, bon, c'est plus de 2,4% par rapport à 2023, mais c'est que plus 3% par rapport à 2019. Donc, du coup, quand on enlève l'inflation, on est encore au-dessous du niveau de 2019. Donc, on a un secteur qui est quand même encore touché par les effets du Covid. On a une raison, c'est la pénurie aussi de main-d'œuvre qualifiée. Donc après le Covid, les gens, ils ont fait autre chose et puis ils ne sont pas revenus dans le secteur qui est quand même exigeant aussi. L'augmentation du coût de l'énergie, bien sûr, et les produits alimentaires a fait que tout ça, ces prix ont dû être répercutés et du coup, comme le consommateur est plus sensible au prix, bah, il sort un peu moins. Alors, on a des mesures d'aide qui sont mises en place par l'État, notamment avec la baisse le 1er janvier de cette année de la TVA qui passe donc pour la restauration, pour la consommer sur place, de 19% à 7%, ce qui est le taux appliqué pour les produits alimentaires. Voilà. Oui, le commerce en ligne, alors ça aussi, qui s'est fortement développé durant le Covid, hein, parce qu'on a eu une progression entre 2019 et 2020 de 44%, mais qui depuis se développe encore, mais tend même à se stabiliser, puisqu'entre 2023 et 2024, il n'a augmenté que de 200 millions. Quoi. Parce qu'on a notamment l'omniprésence de magasins, de supermarchés, comme je disais tout à l'heure en introduction, la densité de la population en Allemagne est quand même relativement importante. Ça fait qu'il y a, je dirais, dans tous les coins de rue, il y a une supérette, un magasin, et les gens, quand ils rentrent, peuvent plus aisément faire leurs courses. C'est pas comme en France où le week-end, on va dans des grands hypermarchés et puis on fait ses courses. Non, en Allemagne, ils ont d'autres habitudes, même si en France, ça change aussi. Mais en tout cas, ces magasins de proximité voilà, sont un peu un obstacle au développement des ventes en ligne. Et puis à cela s'ajoute le fait que le consommateur allemand, il a besoin d'être assuré, il aime bien savoir ce qu'il achète, et surtout pour le frais, il aime bien voir les produits, les fruits et légumes. Voilà, et tout ça, il maîtrise un peu moins quand il fait des achats en ligne. Et quand on regarde les opérateurs qui sont dans ce secteur, hein, c'est Amazon qui a un grand player international dans le domaine, mais c'est aussi des sociétés comme Edeka et Rewe qui sont les opérateurs classiques de la distribution. On remarque qu'il n'y a pas les discounters, il n'y a pas Lidl et Aldi notamment, parce que ce n'est pas encore suffisamment rentable pour eux. Donc c'est un investissement dans l'avenir, mais pour l'instant, ce n'est pas suffisamment rentable. Donc voilà, c'est un secteur qui se développe, mais pas autant que dans d'autres pays. Voilà, donc ça c'est pour le commerce en ligne. Alors les circuits d'approvisionnement pour les producteurs français. Alors, soit vous avez un produit de marque, vous faites des ingrédients, vous pouvez vous approcher d'un industriel allemand. Ça peut être une stratégie intéressante parce que, comme on sait, le marché allemand est un peu compliqué, mais si vous avez du win-win, un partenariat avec un industriel,
vous vendez les produits de cet industriel et lui, il complète sa gamme avec vos produits. Donc ça peut être une possibilité. Mais ce qu'on observe de façon générale, c'est quand même que les opérateurs français, et c'est ce qu'on recommande souvent, c'est de passer par les intermédiaires. Donc c'est un importateur grossiste donc, qui fournit soit la grande distribution ou bien les magasins spécialisés voilà, ou bien les cash and carry, les grossistes qui fournissent la RHF. Pourquoi? Parce que l'importateur a des relations régulières avec les acheteurs. Donc, du coup, ils savent quels sont les besoins, ils peuvent vous conseiller, ils connaissent très bien leurs clients, ils peuvent vous conseiller en termes de communication, de marketing, et puis surtout, ils apportent souvent une solution logistique. Et ça, c'est important parce que sinon, il faut pouvoir livrer les différents magasins. Et ça, c'est la fameuse Strecke, comme on dit en Allemagne. Et ça, en termes de logistique, ça peut être quand même très challenging. Utiliser un anglicisme. Voilà, donc on a la grande distribution, les hypermarchés, les supermarchés, le commerce de détail, les magasins spécialisés. Voilà. Tout ça, ce sont des circuits qu'on peut apprécier, donc en partie aussi directement. Mais encore une fois, pour le faire, il faut quand même une bonne stratégie et il faut avoir des prix quand même compétitifs. Donc voilà pour les circuits d'approvisionnement. Et les bonnes pratiques, alors, c'est un point relativement important. On accompagne quand même, je dirais, plusieurs centaines, voire des milliers de sociétés au niveau de Business France par an. Et c'est des choses qui nous remontent de la part des acheteurs, des décideurs, sur les bonnes pratiques, ce que pourraient faire et ce que devraient faire les Français pour augmenter leurs chances de trouver des débouchés en Allemagne. Donc c'est déjà bien connaître le marché en amont, sa concurrence, son positionnement, comment je me positionne par rapport aux concurrents en termes de prix, en termes d'emballage, etc. Avoir la certification, la grande distribution en Allemagne pour un référencement national, ils demandent la certification IFS. Donc tout ça, avoir ces connaissances de toutes ces certifications, quels sont les besoins en termes d'étiquetage, etc. Donc ça, c'est déjà un point important. Donc mettre une stratégie d'approche, les zones, où c'est qui je veux contacter, est-ce que c'est directement des grandes enseignes, est-ce que c'est des opérateurs plus régionaux, etc. Quel type d'opérateur, quelle région. Donc un prix le plus juste possible, pas le plus juste dans la mesure où il faut aussi pour gagner votre argent, mais bon, pas partir d'un prix trop élevé, parce qu'après, il faudra négocier, bien sûr, pour trouver vraiment le juste milieu pour qu'il y ait un intérêt de la part de l'opérateur allemand, mais que vous ayez encore une petite marge pour pouvoir pour négocier, quoi. Donc préparer une documentation en allemand, en minima en anglais, donc ça, c'est la relation avec les Allemands, c'est toujours ça. Un étiquetage en allemand aussi, indispensable. Et être persévérant et patient. C'est vrai que le marché allemand, c'est un marché qui se gagne sur le long terme. C'est un investissement qui est payant. Il y a beaucoup de sociétés françaises qui réussissent, des belles réussites, mais ça demande un investissement en moyens et en temps. Il faut toujours être derrière. Ensuite, la slide suivante, prendre les premiers échanges. Donc, premier contact, c'est important, d'être bien préparé, donc en amont, ponctualité, rigorosité, adapter les produits au marché, être fort de propositions, proposer des solutions innovantes, des concepts originaux auxquels peut-être l'opérateur allemand n'aura pas pensé et qui peut bien intégrer dans son, dans son assortiment. Voilà. Donc ça suppose de bien connaître l'opérateur qu'on contacte en amont. Donc montrer sa fiabilité, la motivation avec un esprit de service. C'est vrai que les Allemands sont très à cheval là-dessus. Il faut que ce soit rigoureux parce que sinon on peut rapidement se faire griller, et notamment au niveau de la logistique. Il faut que tout tourne. D'où l'importance de passer parfois par un intermédiaire, un grossiste. Voilà. Et le troisième point, donc après, passer à la slide suivante. Donc une fois le partenariat établi, donc tenir ses engagements.
de créativité, flexibilité. Hein. Quand il y a un problème de logistique, la former le plus rapidement possible. Donc rester fidèle au distributeur, hein, c'est un win-win, c'est vraiment un partenariat sur le long terme. Et investir dans la communication pour faire connaître les produits, parce qu'on a des produits en général qui sont un peu plus chers que les autres. Donc pourquoi, il faut expliquer le pourquoi ils sont plus chers. Et une présence sur place recommandée, donc sous forme de filiale. Bon, ça c'est à terme, hein, sous forme de filiale ou forme de VU par exemple. Voilà. Je passe la parole à Marie. Merci Christian. Voilà, donc maintenant l'idée c'est de bonjour à tous et l'idée maintenant c'est de vous parler de voilà d'aller un peu plus dans le détail au niveau des catégories de produits. Peut-être juste avant de commencer en détail, comme Christian le disait au départ, donc nous au bureau Allemagne on est 10 personnes spécialisées dans chaque catégorie de produits. Donc ce qu'on vous résume là c'est une étude de 300 pages, donc on vous invitera, enfin dans la présentation on vous a mis le lien de téléchargement de l'étude. Et vous verrez, vous aurez vraiment beaucoup plus de détails sur chaque catégorie de produits. Et si jamais vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à nous contacter. On vous a mis aussi nos coordonnées en fin de présentation. Donc, on pourra revenir un peu plus dans le détail au cas par cas selon vos questions. Donc, l'idée, voilà, donc parmi les catégories qui avaient été étudiées analysées dans cette étude, donc on avait commencé par le fromage. Fromage qui voilà, est un produit phare quand on parle de France aux Allemands. Au niveau de l'évolution de la consommation, quelques grandes tendances qui se répéteront peut-être un peu aussi au niveau des autres catégories de produits, mais qui sont quand même nécessaires de rappeler. Donc, une consommation relativement stable en Allemagne, diversifiée au niveau des types de fromages consommés par les Allemands. Là aussi, bien évidemment, une importance accrue des ventes sous MDD en 2023 et qui s'étend aussi encore en 2024 et 2025. Bien évidemment, une forte concurrence, qu'elle soit à l'échelle locale, avec voilà, l'Allemagne, c'est vrai que c'est un pays assez industrialisé au niveau des fromages avec des rapports qualité-prix considérés comme bons par la population. Et puis on a aussi bien évidemment cette concurrence, notamment italienne, plutôt dans le sud de l'Allemagne, avec voilà une forte consommation. Et puis après les fromages aussi plutôt grecs, type feta, qui sont de plus en plus consommés. Donc voilà, il y a quand même une forte place pour la France, pour les fromages qui, comme je le disais, restent vraiment la référence. Les fromages bio aussi, on a vu en 2023, aussi en 2024, une hausse des ventes, non seulement au niveau voilà, du chiffre d'affaires, mais aussi des volumes pour les fromages bio. Donc voilà, des consommateurs quand même prêts à payer pour du fromage de qualité. Et puis voilà, des hausses des ventes dans le discount et une baisse des rayons à la coupe, ce qui vaut aussi pour les produits viande et charcuterie. Forcément, qui dit rayon quand même coupe dit des produits plus chers, généralement labellisés AOP, etc. Donc c'est vrai qu'avec l'inflation, tout le contexte économique, les Allemands ont été un petit peu plus regardants sur les dépenses et donc ont laissé un peu de côté les rayons à la coupe. Dans le cadre de cette étude, on avait aussi interrogé, on avait interviewé des professionnels pour connaître plus en détail et de manière plus concrète les besoins qu'ils exprimaient, les produits recherchés. Donc, sans grande surprise, hein, on y recherche avant tout des produits compétitifs en termes de prix, avec des bons rapports qualité-prix. Un fort accent est mis aussi sur tout ce qui est origine et traçabilité. Voilà, les Allemands sont très regardants sur les aspects durabilité, bio, comme on le disait, hein, qui est une grande tendance, même plus qu'une tendance, vraiment un mode de consommation établi sur le marché allemand. Donc voilà, ces critères-là, et je dirais même qu'ils se sont renforcés depuis la crise Covid, où justement il y a eu ce besoin de plus de transparence et de rassurance pour les Allemands au niveau des achats. Le côté innovant aussi en Allemagne, c'est vrai qu'on a une offre assez large sur le marché allemand de produits laitiers et de fromage. Donc réussir sur le marché allemand, c'est réussir à se démarquer en proposant des produits voilà, qui peuvent apporter une petite nouveauté, que ce soit au niveau de la texture, de la recette, de l'emballage. Voilà, des USPs comme ça qui permettent voilà, de faire la différence et de couvrir un besoin qui ne serait pas encore couvert sur le marché allemand.
Et puis, comme le disait tout à l'heure Christian, aussi la logistique hein, qui est aussi très importante et qui doit être maîtrisée par les fournisseurs en Allemagne pour voilà, apporter ce côté fiabilité et gagner la confiance des Allemands pour permettre des partenariats sur le long terme. Ensuite, je vous ai mis quelques petits exemples pour les fromages sur la slide suivante, où voilà quelques produits tendances. Encore une fois, vous trouverez beaucoup plus d'informations dans l'étude détaillée par secteur. Mais voilà, en tout cas, pour le fromage, on peut voir le fromage de chèvre par exemple, qui s'est fortement développé en Allemagne ces dernières années. Le fromage à griller, tout à l'heure, Christian parlait de la tendance du barbecue. Et c'est vrai que même si la viande reste le produit phare des barbecues, les Allemands qui sont dans cette tendance justement de consommation plus végétale diversifient ce qui s'offre sur la place voilà, la planche du barbecue. Et on retrouve notamment les fromages à griller type halloumi, feta, etc. Le fromage bio, comme je le disais, hein, notamment dans les MDD qui se développent pas mal. Les recettes allégées, là aussi, tout à l'heure, on parlait des produits fonctionnels hein, qui soient bons pour l'environnement et bons pour la santé, en tout cas meilleurs, si on peut le dire comme ça, et où on voit donc des marques, des producteurs qui développent de plus en plus une variante, on va dire, allégée. Le snacking, là aussi, hein, je confirme ce que disait Christian tout à l'heure, où les Allemands ont une consommation alimentaire beaucoup plus mobile aujourd'hui, ils recherchent des produits au format pratique, d'où le format en portion, notamment qui s'est beaucoup développé aujourd'hui sur le marché allemand. Ou encore une autre tendance, comme je le disais, donc voilà, se diversifier, se différencier dans la recette. Par exemple, voilà, on retrouve aujourd'hui pas mal de fromages avec voilà, ça ira de l'ingrédient un peu plus classique, type poivre, ail des ours, à l'ingrédient un peu plus original comme la lavande, l'ananas aussi. Enfin voilà, qui permettent d'apporter des variantes aux consommateurs assez curieux de découvrir de nouveaux produits. Prochaine catégorie de produits, on a la viande et la charcuterie. Là aussi, avec une consommation de fond plutôt en baisse, bien que la consommation ait remonté légèrement en 2024 et notamment avec une hausse des prix moins importante, si je puis dire. Aussi, cette tendance du flexitarisme, consommer moins de viande mais en consommer mieux, voilà, a fait que de manière générale, on a quand même une consommation en baisse. Si on regarde un peu plus en profondeur, la viande de volaille, elle, augmente, la viande de bœuf plutôt en stagnation et la viande de porc, elle, est plutôt en baisse. Bien que le niveau en Allemagne est quand même très important, donc ça reste quand même des niveaux relativement hauts. Là aussi, un intérêt pour le bio, hein. Les Allemands, tout à l'heure, Christian en a parlé vaguement par rapport à tout ce qui est le bien-être animal en Allemagne, les étiquetages. C'est un vrai sujet, notamment dans tout ce qui est viande et charcuterie. Et d'ailleurs, on a des enseignes hein, qui jouent sur cet aspect-là. Je prends le cas de Aldi, par exemple, qui, d'ici 2030, vise à retirer tous ces produits de viande fraîche issus des niveaux d'élevage les moins prenant le moins en compte le bien-être animal. Donc voilà, c'est à viser 2030 de retirer ces catégories-là. Euh, voilà, encore une fois, la montée des MDD, la baisse du discount, hein, pour les mêmes raisons que j'ai évoquées juste avant. Montée en puissance des marques locales. Encore une fois, le côté local, origine, traçabilité est important pour les Allemands. Donc, on voit quand même des produits d'origine allemande pour la viande se développer sur le marché allemand. Et puis le format pratique, produit sain que j'évoquais tout à l'heure, là aussi, par exemple, ça va être sans nitrite, réduit en sel, par exemple, où là les consommateurs sont assez regardants. Et de la même manière, hein, comme le fromage, on est sur les mêmes attentes de la part des professionnels. Pour rentrer un peu plus dans le détail concrètement, slide suivante, là aussi j'ai mis quelques exemples concrets. Ce qui marche bien en Allemagne pour la viande, charcuterie, mais aussi les autres catégories de produits, ce sont les produits qui font vraiment référence à la France. Par exemple, pour la viande et la charcuterie, le jambon, le saucisson, c'est vraiment des produits typiquement français
Et ben on sait que c'est là où la France a vraiment une carte à jouer. Et ce qui peut être encore plus intéressant, c'est d'apporter des petites subtilités, encore une fois, dans les goûts, les textures, les packaging. Mais partir du point de départ des produits vraiment pour laquelle la France a une expertise et une reconnaissance sur le marché. De la même manière, les produits bio, MDD que j'ai mentionné. Le secteur RHF aussi pour la viande et la charcuterie, puisque la France est quand même un pays avec sa gastronomie reconnue. Donc, les restaurateurs et les chefs sont assez à la recherche de produits français pour la viande, notamment la volaille, tout ce qui est aussi label rouge, par exemple, les labels loués, voilà, reconnus pour leur qualité. Produits snacking de la même manière que pour le fromage, pour cette consommation mobile et pratique. Et la viande marinée, là aussi, comme je disais, on parlait tout à l'heure du barbecue. Voilà, tout ce qui est viande marinée est aussi assez recherché pour le marché allemand. Troisième catégorie de produits maintenant, les produits de la mer. Produits de la mer, on est sur une consommation relativement stable avec une consommation quand même beaucoup plus importante au nord de l'Allemagne. Géographiquement parlant, c'est vrai que les Allemands du nord consomment plus de viande et l'offre y est plus importante. Euh, les produits surgelés sont en forte croissance aussi, hein, toujours dans ce côté pratique et rapide à consommer et l'importance des labels type MSC et ASC qui voilà, rejoignent cette idée de produits bio et durables, des notions importantes pour le marché allemand. Et de la même manière, là aussi, besoin exprimé assez similaire aux catégories précédemment présentées, prix compétitif, origine, traçabilité et innovation. Donc là, en termes d'exemples, pareil, je vous ai remis voilà, des exemples concrets de ce que je viens de dire, hein. Le RHF, le secteur RHF aussi est assez important pour cette catégorie de produits-là. Le surgelé, les conserves aussi, toujours dans ce côté pratique et rapide à consommer. Et puis aussi les MDD pour un bon rapport qualité-prix. Alternative végétale, c'est vrai que le végétal en Allemagne était un gros sujet. Ça s'est assez fortement développé ces dernières années. Si on passe directement sur les exemples, voilà, les Allemands ont délaissé, comme je le disais, donc les produits d'origine animale et curieux de déguster aussi de nouveaux produits et toujours dans ce souhait de consommer moins mais mieux. Voilà, ils se tournent par curiosité aussi vers les alternatives végétales. Alors, alternatives végétales, il y a aussi un sujet en Allemagne parce que ça peut assez vite tendre vers les produits transformés, voire ultra transformés. Donc, ça rejoint l'idée qu'on disait que les Allemands, voilà, plus les produits auront des listes courtes, plus les Allemands auront confiance et seront rassurés sur ce qu'ils ont dans leur assiette. Et c'est vrai que les alternatives se sont beaucoup développées dans tout ce qui est viande, alternative à la viande ou alternative au fromage et encore plutôt au poisson. Mais il y a encore des débouchés pour les alternatives au fromage et au poisson qui sont là assez peu développés sur le marché allemand et voilà, qui ont quand même, au vu des tendances évoquées, un fort potentiel. Prochaine catégorie, les fruits et légumes. Là aussi, donc une consommation relativement stable et puis des consommateurs fortement tournés vers le bio pour cette catégorie-là. Malgré tout, une forte concurrence locale et internationale. Mais encore une fois, voilà, la France a aussi une carte à jouer dans cette catégorie de produits-là. Au niveau des exemples concrets, slide suivante. Là aussi, voilà, la France a cette capacité de se démarquer par voilà, la production où elle est assez forte sur certains fruits et légumes. Le packaging, là aussi, qui joue un rôle essentiel en Allemagne. Et puis l'aspect fraîcheur, comme on le disait tout à l'heure, hein, les Allemands sont pas très friands du e-commerce, ils préfèrent aller en magasin vérifier la fraîcheur des produits qu'ils achètent. Donc ça vaut particulièrement pour les fruits et légumes. Voilà. Ensuite, catégorie suivante, je vois que le temps défile. Tout ce qui est boulangerie, viennoiserie, pâtisserie.
Ce qui marche bien aussi en Allemagne pour ces produits-là, comme je le disais, ce sont, tout comme pour le fromage ou la viande charcuterie, ce sont les produits typiquement français. Type madeleine, macaron, brioche, croissant, enfin voilà, tous ces termes qui rappellent la France. Et puis l'idée, c'est d'apporter voilà aussi des petits compléments là aussi dans la recette, qu'ils soient par exemple fourrés avec voilà un appareil particulier ou qui permettent encore une fois de se démarquer de ce qui existe déjà sur le marché allemand. Donc au niveau pareil, je vous ai mis quelques cas concrets ici que je viens d'évoquer à l'oral. Prochaine catégorie, on aura les produits plutôt voilà sucrés et les snacks salés. Là aussi, hein, je reconfirme ce que j'ai dit pour les catégories précédentes, mais ce côté pratique et rapide. Alors, produits sucrés, on est quand même sur des consommateurs qui font attention, comme on le disait, à leur santé. Donc, le côté réduit en sucre aussi est assez important pour les Allemands. Les clean label et puis la consommation responsable, ils aiment se faire plaisir, mais en bonne conscience. Donc, et ça vaut aussi pour les snacks salés, hein. Snacks salés, ce qui peut se regrouper dans plusieurs catégories de produits. Mais les tartinades, par exemple, on en parlait encore hier avec Soti, les snacks, les tartinades, c'est assez apprécié par les Allemands, puisque, par exemple, je reprends le cas de la Bunbrot, où on disait que c'est plutôt des petits pains fourrés avec de la charcuterie ou du fromage. C'est vrai que les Allemands, pour ce côté voilà plus végétal, attention à leur santé et à l'environnement, euh, apprécient de plus en plus la consommation de petites conserves, de petits bocaux salés, que ce soit des légumineuses ou autres sur leur pain. Là aussi, j'ai mis quelques exemples, voilà, donc ça reprend globalement ce que j'ai dit, mais voilà, les produits aussi, oui, c'est vrai que le vegan, les produits vegan dans le salé jouent aussi un rôle assez important. Bon, c'est beaucoup de marketing hein, aussi, mais ça marche auprès des consommateurs allemands. Les produits riches en protéines, comme le disait Christian juste avant, réduits en sucre. Voilà. Et puis aussi le côté, les emballages assez attrayants, colorés, qui plaisent visuellement, attirent plus facilement l'attention des consommateurs, notamment les plus jeunes, et accélèrent la décision d'achat. Voilà, donc comme dit, j'ai passé assez rapidement ces catégories de produits-là. Au vu du temps, je propose, si vous avez des questions, de nous contacter, hein. Vous avez toutes nos coordonnées à la suite de la présentation et on reste à votre disposition pour échanger plus en détail. Donc, il y a des questions à chaud éventuellement. Christian, oui. Marie, on peut prendre quand même deux, trois questions si vous en avez. N'hésitez pas sur le chat. Reprenant la parole comme ça, je pense. Ou en prenant la parole, tout à fait. Et en parallèle, je vais contacter notre importateur Gaëtan Fèvre qui a accepté de témoigner gentiment parce qu'en plus il est en magasin et accepté de quand même participer. Donc voilà, si je vais l'appeler en parallèle, n'hésitez pas hein, pour vos questions. Et comme l'a dit Marie, s'il y a des questions plus spécifiques, vous pouvez aussi les mettre dans le chat et on vous répondra par mail. Peut-être qu'il y en a qui veulent faire part de leur expérience, peut-être sur le marché allemand éventuellement. Alors, oui, Je- bonjour à ah, tous. Moi, j'avais une Bonjour. petite question. Jean-François Monod de la société Grain. Nous, on est spécialisé dans les produits, on fait de la graine de chia. Donc, on avait déjà exploré un petit peu le marché allemand et on voit bien que les tendances que vous avez décrites sont ce qu'on sait. Par contre, je voulais savoir, dans le système agricole, j'ai cru comprendre qu'il y avait une grande part qui était consommée quand même sur place. Et je voulais savoir si vous aviez des informations sur l'organisation de ces systèmes agricoles Ah, de production.
C'est-à-dire des statistiques sur la C'est-à-dire, production est-ce que ce sont d'origine. il y a beaucoup de négoces? Est-ce que ce sont des coopératives? Est-ce que les consommateurs vont voir directement des agriculteurs? Voilà, un peu si c'est un peu sensiblement la même chose qu'en France. Comment c'est organisé? Est-ce que vous avez des données là-dessus? Ouais. Donc la vente en direct, c'est ça, notamment de l'agineux, c'est ça? Ouais, 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 c'est ça, ouais, c'est produire, en fait, c'est produire en Allemagne pour le marché allemand, quoi. ouais, ouais. Après, il y a des ventes à l'exploitation, hein, pour tous les types de produits, les œufs, etc. Mais c'est vrai que l'essentiel se fait quand même via la grande distribution, les magasins spécialisés, les magasins bio, les magasins de produits de réforme qu'on appelle ça, donc des magasins spécialisés dans les produits diététiques. Et c'est quand même surtout là aussi qu'on retrouve ce type de produit-là, quoi. Notamment en épicerie sèche, voilà, lentilles, etc., quoi. Donc il y a un peu de vente en direct via l'exploitant, mais c'est surtout aussi via les magasins spécialisés, quoi. D'accord, merci. Oui, Merci. bonjour. Oui, Sophie, je peux? oui, D'accord, bonjour. Donc, je suis Anissa Malek. Alors, ça fait 25 ans que je travaille dans les produits bio. J'ai eu cette expérience dans le baby-food bio en Allemagne et je suis complètement d'accord sur... il faudrait peut-être que je mette le micro, non? La caméra. Alors, me voilà. Je ne sais pas si vous me voyez. Je sais pas. Oui. Donc, je suis complètement d'accord déjà qu'il faut vraiment parler allemand parce que du coup, il y a vraiment une approche qui est complètement différente. Et je comprends le fait de sélectionner des grossistes ou des importateurs. Euh, Cependant, moi, ce que je voulais savoir, c'est les marges de ces importateurs, elles sont de combien quand on les sollicite? Alors bien sûr, ça dépend des produits, ça dépend du circuit, si c'est la grande distribution, si c'est du discount, si c'est des magasins spécialisés, etc. Donc du coup, on peut en voir de façon plus détaillée peut-être pour vous par rapport à vos produits en particulier. Mais en général, on s'y retrouve par rapport enfin, en tout cas, un certain nombre de sociétés françaises s'y retrouvent par des intermédiaires, quoi. Ouais. Parce que derrière, il y D'accord. a tout ce service qui est proposé et ça les vaut, je dirais. Même si du coup, ben, on a soit un peu moins de marge, mais par rapport à l'expérience et l'effet de levier que peuvent avoir ces distributeurs, ça les vaut quand même. D'accord, ok. Mm. Voilà, c'était surtout ma question par rapport aux marges, parce que eux, ils sont très prix, hein, enfin, rapport qualité-prix, hein, Ouais, et donc, si on arrive sur le marché, voilà, ouais. comment on doit arriver, certes, on fait une étude de marché avant, mais Mm. ils sont quand même très vigilants par rapport au prix, en fait. Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est vrai Mhm. que c'est un point important qu'il est intéressant et important de voir. C'est pour ça d'où l'intérêt avant de prospecter, de voir les magasins, de voir la concurrence, comment elle se positionne, quels sont les prix pratiqués, pour voir comment je peux me placer. Et effectivement, après, on peut en échanger en one-to-one par rapport aux marges éventuellement qu'on peut appliquer. Mm. Ça, après, pour nous, pour Business France, c'est une démarche d'accompagnement aussi qu'on a sur le marché allemand. Mhm. Parce que c'est un des marchés qui est très, très intéressant, du moins pour nous qui sommes dans les produits bio, hein, mais Ouais. qui est très difficile quand même, hein. C'est ça. Ça demande une bonne Mhm. préparation. Quand on connaît, quand on a les contacts, là, ça va. Mais c'est vrai que bien pour connaître dans un premier temps, pour savoir comment ils fonctionnent, quels sont les opérateurs, etc. Ça, c'est déjà une partie amont qui est importante. C'est pour ça qu'on conseille vraiment aux sociétés qu'on accompagne de faire ce travail d'analyse en avant de se lancer, quoi. C'est un peu, d'ailleurs, une clé de réussite aussi des Allemands. Pourquoi ils réussissent aussi à l'export? Ils ont encore, 2024, ils avaient un excédent de 250 milliards. C'est qu'ils se sont préparés aussi à l'export. Ils mettent les moyens. C'est vrai que l'export, c'est un métier déjà, c'est un coût aussi, mais ils mettent les moyens parce que derrière, ils savent que l'impact peut être important. Mais pour ça, là où peut-être les sociétés françaises émettent 10 000 euros, les Allemands, ils mettent 3, 4, 5 fois plus. Et du coup, c'est comme ça qu'ils y arrivent aussi. Après, il ne faut pas trop s'éparpiller, vraiment choisir ces marchés prioritaires et mettre vraiment se concentrer là-dessus en termes de moyens financiers, mais aussi moyens humains pour y arriver. Et ceux qui s'y mettent et qui comprennent, en général, ils trouvent les solutions qu'il faut sur le marché allemand aussi.
Je prends Donc, toujours la métaphore l'image du noix de coco. C'est vrai que c'est dur à rentrer, c'est très dur à rentrer, mais une fois qu'à l'intérieur, on connaît, on sait comment ça fonctionne, en général, ça se passe bien et quand on livre, etc., comme il faut, en général, voilà, c'est parti pour durer. donc, vous privilégiez quand même des importateurs-distributeurs ou des agents, par exemple? Les agents aussi, mais il y en a quand même de moins en moins. Donc, du coup, il vaut mieux avoir une solution logistique aussi, quelqu'un qui propose la solution logistique. D'accord, Après, il faut voir ok. au cas par cas, mais ça dépend des produits, les cibles, etc. Mais je pense que c'est quand même bien aussi d'avoir une solution logistique pour fournir les marchandises. D'accord, très bien. Et juste pour une dernière question, Soti, ou peut-être qu'il ne faut pas que je la pose maintenant, pour notre déplacement, en fait, il faut venir avec des échantillons. Et là, pour le coup, évidemment, je viendrai avec des échantillons déjà étiquetés en allemand. Mais est-ce que, voilà, alors peut-être que ma question est posée trop tôt, hein, je ne sais pas. Bah ça oui, on en parlera dans la D'accord, troisième partie, ok, quand je vais expliquer les détails de la mission. très Et bien. justement, par rapport à ça et tes questions, alors je suis maintenant avec Gaëtan Fèvre. Donc je vais essayer de lui passer la parole. Est-ce que vous pouvez me dire si vous l'entendez bien, Gaëtan? Tu peux parler, juste qu'on fasse un test. Bon, ouais, bonjour à toutes et à tous. Bonne année, bonne santé. Vous entendez bien, Attends. Gaëtan? Oui, Ça va? c'est bon. Alors, donc, Gaëtan, parfait, merci de votre retour. Vous êtes installé en Allemagne depuis 2019. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail votre activité? Oui, alors je suis installé en Allemagne depuis un peu plus longtemps. Plus longtemps, oui, 2019, c'est ça. ouais, depuis 2001 déjà, et depuis 2019, j'ai monté mon entreprise Fèvre Distribution pour distribuer des produits alimentaires français de qualité à la grande distribution allemande. Et nous avons commencé par des actions, donc avec des actions régionales, des actions bretonnes les premières années, et donc une sélection d'articles que nous distribuons dans certains magasins, EDK et Révé principalement. Et puis en fait depuis ça s'est bien développé, et au-delà des actions, nous proposons toute notre gamme en permanence dans certains magasins, et nous avons plus de 120 magasins clients sur toute l'Allemagne, donc de Berlin à Munich en passant par Düsseldorf, Hambourg, Cologne, Stuttgart notamment. Donc voilà pour la présentation rapide de l'activité. Parfait, oui. On a pas mal parlé de l'aspect logistique pendant la présentation, que par rapport aux professionnels allemands, c'est très important d'arriver avec une offre, en tout cas une solution logistique pour arriver à faire rentrer les pays dans le produit de manière efficace et optimale. Je pense que vous maîtrisez vraiment cet aspect-là. Vous pouvez nous en dire deux mots? Effectivement, oui. Oui. Oui, effectivement, c'est un aspect clé, parce que la logistique a un impact sur le prix. Et l'Allemagne, je pense que Christian en a parlé. Désolé, j'étais pas présent avant, mais la sensibilité des consommateurs allemands au prix reste importante, parce que l'Allemagne est le marché des discounters, notamment Aldi et Lidl, qui ont repris des parts de marché depuis la période d'inflation. Et donc il faut savoir tenir ses coûts logistiques, et nous en fait on a une trentaine de fournisseurs qui nous livrent en France, dans un entrepôt logistique. On consolide les livraisons, et on met aussi bien des pâtés que des sardines, que du cidre, que des bonbons à l'anis ou des confitures d'Aix-en-Provence sur une palette, et qui part vers l'Allemagne. Et en fait, on essaye de remplir cette palette au maximum, pour maîtriser les coûts logistiques, et pour écraser le coût du transport par produit. Ouais. Si on n'envoyait que
un carton par-ci par-là, en fait, on n'aurait aucun avantage logistique et nos prix seraient trop élevés. Merci. Et du coup, en termes de produits, justement, vous avez identifié des produits potentiels qui sont plus demandés, qui justement auraient plus de possibilités de développement sur le marché allemand en termes de catégorie de produits? Oui, nous, on travaille que le sec, enfin que de l'alimentaire sur du sec non réfrigéré pour le moment. Les produits qui fonctionnent le mieux, ce sont des produits qui sont déjà distribués en grande distribution en France, où il y a un certain volume et un certain savoir-faire des fournisseurs, et des produits traditionnels de France et reconnus comme tels, soit par les Français qui habitent en Allemagne, soit par les Allemands qui aiment passer leurs vacances en France. Si je cite certains de nos best-sellers, il y a les petits biscuits, les petites galettes et les petits palais bretons notamment. On vend très bien du nougat aussi de Montélimar. On vend très bien le cidre, les pâtés, les sardines. Donc un peu les classiques de la France et la boulangerie en général. Tout ce qui est brioche, madeleine, sont des produits qui fonctionnent très très bien. Super, vous pouvez nous donner quelques exemples de structures avec lesquelles vous travaillez? Des noms d'entreprises? Ou de grandes enseignes, par exemple? Ah, des enseignes, d'accord. Oui. Nous, on travaille essentiellement avec les indépendants de la grande distribution, principalement les enseignes Rewe et Edeka, mais sans passer par les centrales. En fait, on négocie avec chaque propriétaire de magasin. Après, il y a des propriétaires qui ont plusieurs magasins, où là, il faut négocier avec leur acheteur pour ensuite pouvoir être présent dans les magasins. C'est notamment le cas des Edeka Tchèques dans le sud de l'Allemagne, qui ont aujourd'hui 19 magasins. Mais sinon, on a aussi des Rewe où il y a un seul magasin. J'étais actuellement à Bonn, au Rewe Caon, par exemple, qui a un magasin et où je discute directement avec Monsieur Caon. On a réussi à rentrer chez Globus aussi. C'est une ancienne de la Saar, qui a une soixantaine de magasins en Allemagne, des grands formats. C'est une rarité au niveau de l'Allemagne, parce que souvent les enseignes ont des petites surfaces. C'est plus des formats comme Lidl ou Aldi, du 1200-1300 mètres carrés. C'est la norme en Allemagne. Et Globus, ils ont des surfaces de 5000-6000 mètres carrés qui s'apparentent plus au supermarché qu'on connaît en France. Donc voilà pour nos clients actuels. D'accord. Il y a une entreprise, Jean-François, qui demande est-ce qu'il y aurait un potentiel pour les farines bio, selon vous? On a souvent des demandes sur de la farine spécifique pour faire des baguettes ou pour faire notamment de la farine de sarrasin pour faire des galettes. On en a fait, mais ça n'a pas fonctionné. La demande n'était pas très très élevée. D'accord. Et après, les consommateurs préféraient consommer sur la farine bas prix qui sont habitués à acheter et ils comprenaient pas trop la différence de prix. D'accord. De toute façon, on pourra aborder ce sujet dans la troisième partie, puisqu'on prépare une action où ce sera la possibilité de faire aussi un test marché pour les entreprises. Oui. Voilà, et juste pour terminer, quels conseils vous pourriez donner à nos entreprises qui veulent soit se développer un peu plus, soit se lancer sur le marché allemand? Souvent, en France, on a tendance à considérer l'Allemagne comme un énorme marché, un très gros potentiel. Il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents sur ce marché. C'est pas un marché facile. Bien que le pouvoir d'achat il soit élevé, les Allemands n'ont pas comme priorité toujours l'alimentaire. Donc il faut avoir des bons produits
différenciants qui apportent, qui n'est pas d'équivalence sur le marché allemand. Si possible, qu'ils soient connus des consommateurs qui les aient achetés lors de vacances, dans des offres régionales quand ils ont passé leurs vacances dans le sud de la France, par exemple. Et il faut avoir une offre bien préparée avec tous les standards de la grande distribution, hein, le code EAN, le descriptif produit, si possible l'étiquette déjà traduite. Nous, on aide nos fournisseurs à faire ça. Et après, il faut être réactif pour pouvoir livrer les quantités assez rapidement. Et surtout livrer ce qui est promis, en fait. En Allemagne, c'est important. Ils n'aiment pas quand il y a des ruptures. Ils n'aiment pas quand le produit n'est pas livré ou qu'on propose au dernier moment une alternative. Il faut vraiment avoir de la continuité et ne pas changer les règles du jeu trop souvent. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une ou deux questions des entreprises complémentaires, parce qu'on est très avancé dans le temps. Sinon, je vous propose de me les envoyer et on va passer à la troisième partie. Alors, je regarde. Oui. On va vous quitter, du coup. Merci pour l'écoute. Oui, merci Gaëtan. Merci. Ouais. Oui. Merci beaucoup, Christian. Merci Marie. Et à bientôt. Merci Gaëtan. Bonne journée, à bientôt. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Alors, je passe pour ceux qui sont restés avec nous, et merci pour votre écoute et d'être quand même nombreux à écouter ce webinaire. Nous avons prévu pour cette année, et c'est suite à un sondage qu'on a fait auprès de vous-même, hein, nos entreprises d'Occitanie, un intérêt pour la zone rhénane. Et donc, suite à ça, nous avons réfléchi et monté un programme d'action qui sera vraiment une mission exploratoire sur la zone Allemagne et Autriche, en fait. Alors, cette mission s'adresse à tous les profils d'entreprises, à la fois les entreprises primo-exportatrices qui souhaiteraient justement tester leur marché, voir le retour auprès des importateurs et acheteurs et différents professionnels, et également celles qui ont déjà eu des contacts, mais elles veulent vraiment développer leur marché sur ce marché, comme on l'a dit et comme on l'a vu, qui est fortement concurrentiel, mais qui reste vraiment un marché à fort potentiel. Les catégories de produits, elles seront plus larges que celles qui sont importées par Gaëtan Febvre, par exemple. Donc, effectivement, les produits secs, mais également les produits frais. On s'adressera aux entreprises qui proposent de l'épicerie sucrée, de l'épicerie salée. Également, donc, en produits frais, les fromages, les spécialités fromagères, la charcuterie, les produits de la mer, la viande aussi. On a eu des demandes une année sur de la viande fraîche et tout ce qui est boissons non alcoolisées. Par contre, parce que ça ne s'adresse pas au niveau des boissons alcoolisées au même type d'acheteurs. Les professionnels qui seront ciblés, ce seront donc des importateurs, des grossistes et les distributeurs des produits d'épicerie fine, des grandes anciennes premium comme en a témoigné là Gaëtan Febvre, éventuellement de la GMS et le RHF ou CHR si vous le souhaitez. Alors, en termes de localisation, parce que comme on l'a vu et comme il a été expliqué là, l'Allemagne est un grand pays, mais est très localisé, et par Länder. Et on a décidé, avec notre prestataire, qui s'appelle une entreprise qui s'appelle VIF, implantée donc en Allemagne depuis des années, et qui sert à créer des courants d'affaires de l'Allemagne vers la France et de la France vers l'Allemagne. Nous avons vu que la zone la plus pertinente serait la zone de Cologne-Düsseldorf, puisque c'est là où sont centralisées la plus grande partie des importateurs et acheteurs à la fois des épiceries fines et des grandes enseignes premium. Et il y a également quelques enseignes des grandes surfaces.
Ce qu'on vous propose, c'est vraiment de vous donner tous les outils possibles pour pouvoir réussir cette mission et réentrer dans ce marché, avec toute une phase préparatoire très importante, comme là, donc ce webinaire en fait partie. Nous allons sûrement faire 2 autres webinaires complémentaires flash, donc un autre sur l'Allemagne avec notre prestataire, et après un autre également sur l'autre zone cible qui est l'Autriche. Il y aura en amont de la mission des entretiens préparatoires pour bien comprendre votre offre et voir exactement quel professionnel vous ciblez en Allemagne, afin de vous construire un programme de rendez-vous B2B vraiment ciblé et vraiment sur mesure, avec un programme de rendez-vous qui aura lieu. Les rendez-vous auront lieu chez l'importateur. Parce que d'expérience, nous avons vu que les importateurs allemands ont extrêmement du mal à se déplacer. Par exemple, on a pensé à un format de petit salon où on inviterait les importateurs. En général, ils ne se déplacent pas. Par contre, si on propose d'aller chez eux avec des produits, on a plus de chances d'obtenir des rendez-vous. Et si vous avez le rendez-vous, c'est pas un rendez-vous de convenance, mais vraiment parce qu'il y a un réel intérêt de l'importateur. Donc, pour tout cela, on va vous apporter un appui, à la fois, donc, comme on vous l'a dit, pour préparer votre offre commerciale, pour l'affiner et la spécifier pour ce marché, avec également un appui logistique. Il y avait la question d'Anissa tout à l'heure par rapport à l'envoi des échantillons. C'est sûrement comme ça que nous allons procéder. Nous allons procéder donc à un envoi par groupage, puisqu'il y aura un événement de lancement qui sera sûrement sur Cologne, avec un séminaire Doing Business in Germany, réalisé par notre prestataire. On va rentrer encore plus dans les détails de comment il faut aborder les importateurs, préparer votre entretien, votre speed dating auprès d'eux. Et donc ça aura lieu sur une matinée, je vais vous montrer le rétroplanning après, donc ce sera début juin, le 1er juin, cette partie-là. Et avec un dîner d'accueil le soir. Donc il y aura 4-5 importateurs et acheteurs invités, mais ça ne sera pas un dîner networking, puisque nous, on préfère mettre l'accent beaucoup plus sur des rendez-vous spécialisés et spécifiques pour chacun d'entre vous, des rendez-vous individuels. Et donc ce jour-là, il y aura aussi également une visite de point de vente qui est très importante pour nous, afin que vous alliez vous immerger et vous sentiez mieux le marché sur place. Donc là, j'ai mis une photo de la grande enseigne premium qui s'appelle Galeria, qui est une grande enseigne qui est l'équivalent des Galeries Lafayette, et qui a été créée suite à la fusion des enseignes Kaufhof et Karstadt, et ils ont un magasin très haut de gamme à Düsseldorf. Donc nous vous proposerons de le visiter. Nous visiterons également des enseignes de produits frais comme Friche Paradis, des épiceries fines, des fromageries s'il y a besoin, et également des magasins bio. Donc vous savez qu'il y a énormément, comme on l'a expliqué avant, comme Christian et Marie vont l'expliquer avant, le bio est diffusé au niveau des grandes enseignes. On visitera sûrement un DK, un Rêveur. Donc on visitera ces rayons-là. Mais il y a quand même aussi des chaînes donc comme Alnatura, etc., qui ont des chaînes de magasins bio, et les fameuses épiceries bio conventionnelles qui ont toujours existé, traditionnelles, qui sont les Reform House, afin que vous puissiez faire vos store checks, voir les produits qui sont faits équivalents aux vôtres et leurs tarifs. Pour cette mission donc et tout cet accompagnement sur mesure, je vous l'enverrai donc, et il y aura un bulletin d'inscription. Donc des rendez-vous qu'on a voulu faire soit avec 2 rendez-vous obtenus, 3 ou 4 à ces tarifs-là. Donc si vous avez des questions, je peux y répondre. Il n'inclut pas ces tarifs le prix d'expédition des échantillons et bien sûr votre déplacement. Par contre, nous avons prévu dans cette offre d'accompagnement en fait une formule avec des déplacements entre Cologne et Düsseldorf. Les déplacements collectifs seront pris en charge dans ce tarif. Voilà.
Et par rapport à l'Autriche, il nous a semblé pertinent, vu la proximité, de vous le proposer, parce que certains d'entre vous sont présents en Allemagne et souhaitent plus se développer aussi en Autriche, avec également donc un webinaire sur le marché autrichien, une visite de point de vente identique à celle à laquelle on fera à Düsseldorf. Notamment, nous visiterons Julius Mein, c'est Mein and Graben, c'est la plus grande épicerie fine de Vienne, où on a vu qu'il y aurait un fort potentiel pour vos produits. Et également donc un programme de rendez-vous B2B sur mesure, avec des tarifs, donc comme on est sur une seule journée normalement et moins de déplacements, des tarifs un petit peu inférieurs, mais on a voulu quand même vous proposer 2, 3 et 4 rendez-vous. Donc au niveau du planning, nous allons continuer nos webinaires de préparation et les entretiens préparatoires nous allons lancer suite à ce webinaire, donc entre janvier et février. Fin février, on va clôturer les inscriptions. Les places sont limitées afin de pouvoir vous proposer une mission optimale à peu près 8 à 10 entreprises. Mi-mai, nous organiserons le groupage et l'envoi des échantillons. Et la mission sur l'Allemagne s'échelonnera entre le 1er et le 3 juin et 4 et 5 juin pour ceux qui seront concernés par l'Autriche. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions très rapidement là, on est juste dans le timing. Voilà, par rapport à la mission. Sinon, je suis disponible par mail ou téléphone et nous allons de toute façon vous envoyer l'information avec une plaquette qui sera sur notre site ad hoc, qui sera réalisée là dans les jours qui viennent concernant cette mission. On espère que ce webinaire aura répondu à vos attentes et vos questions. N'hésitez pas à me recontacter, comme je l'ai dit. Et donc, je vous enverrai la présentation, l'enregistrement et également, comme je vous l'ai dit, l'offre pour la mission. Voilà, merci beaucoup pour votre participation à tous. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette mission et les autres webinaires. Merci, à très bientôt.